Alors tout d'abord, je voudrais faire quelques petites remarques à la fois de méthode et accompagnées d'un remerciement. Donc simplement pour situer le travail que je vais vous présenter, il s'agit donc du début d'une enquête qui est conduite dans la perspective de l'ouvrage de synthèse qui sera produit donc dans le cadre de l'ANR sur le roman d'anticipation, et donc qui est fondé sur le début d'un dépouillement que j'ai conduit donc jusqu'à la fin des années 1880 sur les éditions illustrées. Dans cette perspective, je voudrais justement donc remercier tout le travail collectif et en particulier le travail qui a été mené par Claire Barrel-Moisan et Émilie Pézat de bibliographie, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé pour commencer à dépouiller ce corpus pour lequel je suis quand même assez néophyte, il faut bien dire. Voilà. Alors, dans la mesure où je n'ai fait que commencer, il m'était difficile d'engager une périodisation de ce corpus parce que je manque de recul, et donc j'ai préféré privilégier l'approche typologique et donc essayer de distinguer quelques traits caractéristiques de la période. Voilà. Alors, je voudrais partir d'une anecdote fictive que relate Gabriel de la Landelle dans son ouvrage Pigeon-vol, Aventure en l'air, aviation, qui date de 1868. Je reviendrai tout à l'heure sur cet ouvrage singulier. Son auteur ne l'est pas moins. Ancien officier de marine, il est l'auteur de nombreux romans maritimes. Mais il s'est également adonné à sa passion pour l'aéronautique en soutenant les initiatives en la matière de Nadar, auxquelles il rend dans Pigeon-vol un vibrant hommage. Dans ce texte hybride, il se met également en scène en compagnie de son cousin, le rationnel et positif marquis de Pouscorp, qui s'inquiète de le voir produire des textes à caractère prospectif, qui le taxe de visionnaire et ne voit plus en lui, je cite, qu'un littérateur perdu, un romancier dévoyé, naufragé, sans ressources, un cousin démonétisé, une tuile. Il l'accable enfin en lui reprochant de n'avoir, je cite toujours, jamais su s'en tenir à un genre. Reviens-en, lui dit-il, au roman maritime et ne fais plus autre chose. L'anecdote romancée me semble emblématique des tiraillements que subit cette littérature d'anticipation naissante en regard de récits d'aventure plus précisément identifiables et constitués d'un point de vue générique. Au rebours du roman maritime, qui apparaît ici comme une valeur sûre et un investissement d'avenir, comme on dit aujourd'hui, le récit d'anticipation, plus encore les fantaisies prospectives, occupe un territoire incertain et manifestement moins lucratif. Je voudrais ici tâcher d'interroger le rôle de l'illustration dans la constitution, certes fort embryonnaire, d'une identité de ce genre en formation. L'idée serait d'ailleurs plutôt que l'image sert moins à unifier un genre qu'à en caractériser, en marquer des tendances, elles-mêmes fortement tributaires des productions médiatiques de leur temps et des logiques de support. L'image aide à lire, permet de visualiser ce que le texte parfois suggère, active des effets de réception. Mais elle opère également des brouillages, ou plus exactement encore, permet d'établir des points de passage, de connexion entre des univers que l'on postulerait a priori plutôt distincts. Il y aurait, et c'est du moins cette hypothèse que je voudrais explorer, deux veines d'inégale importance. La première, que je désignerai par commodité comme la veine des voyages extraordinaires, et globalement la veine majoritaire, celle dans laquelle s'inscrivent les Verne, Graffigny, Laurie, Blenard, etc. C'est la veine romanesque, appelée à un développement quantitatif important, celle que l'on identifie rétrospectivement au genre de l'anticipation, fondée sur l'exploitation des ressources du roman populaire, du roman d'aventure, connaissant un formatage des ressources, un formatage certain de l'illustration, se construisant également dans sa relation à la presse de vulgarisation. Effet de circulation, dont le modèle le plus célèbre reste bien sûr celui du magasin d'éducation et de récréation, mais on peut également évoquer justement le rachat par Delagrave du Musée des Familles en 82. Dernier élément distinctif, la pratique du feuilleton, comme dans la science illustrée dont nous a parlé Sarah hier. Deuxième veine, sans doute beaucoup plus polymorphe et moins facile à identifier et à caractériser, celle que j'appelle de façon volontairement générale veine des fantaisies, parce qu'elle me permet de regrouper des entités disparates.
Cette veine se nourrit d'une part, ça a été rappelé hier par Claire Barrel-Moisan, d'une tradition qui est celle des contes philosophiques, des voyages merveilleux, des utopies, dans la lignée donc de ce qui a pu être inspiré à Cyrano de Bergerac ou ici des aventures de Gulliver. D'autre part, s'agissant des supports, cette veine subit l'influence du livre illustré romantique, de la littérature panoramique. Elle multiplie les formes énonciatives originales, la présentation façon galerie historique, comme ici dans le Paris des origines jusqu'en l'an 3000, la physiologie à dimension typologique, alors ici c'est le monde tel qu'il sera, un peu hors corpus, mais c'est 46, mais qui permet d'évoquer donc la présence de l'un des plus imaginatifs illustrateurs du recueil, Bertal, qui est aussi donc illustrateur de Balzac, le contributeur du Diable à Paris, etc. Donc l'anticipation dans ces ouvrages n'occupe pas, en tout cas n'occupe que partiellement les textes, qui sont préoccupés prioritairement de produire un discours sociétal et ou historique. Cet univers qui mobilise humour et caricature sociale peut également se teinter d'un certain onirisme. C'est le cas du volume de Berthoud, L'homme depuis 5000 ans, l'une des rares illustrations que consacre d'Argent, qui au demeurant est un peintre bretonnant, au Paris de l'an 2865, retrouve les accents visionnaires des disparates de Goya, significativement d'ailleurs publié juste dans les mêmes années, 64, qui connaît cette diffusion à ce moment-là, et également des lithographies oniriques de Granville, là un petit peu plus anciennes. Cette veine se nourrit enfin des relations avec des formes médiatiques, presse amusante, presse satirique, dont Mathieu Le Tournou nous a parlé hier pour la période suivante. Donc elle cultive la parodie, le second degré, empreinte des formes qui sont celles de la badinerie, de la causerie, de la fausse prophétie, etc. Donc il s'agit d'une veine placée sous le signe du mélange, de la variété, de l'hybridité, et tout cela est donc reflété par l'illustration. Quelques mots sur les structures éditoriales et les origines avérées des illustrateurs. Là aussi, des distinctions peuvent être opérées. Donc, du côté des voyages extraordinaires, on trouve des collaborateurs attitrés, des illustrateurs régulièrement sollicités, une circulation forte avec la presse de vulgarisation, mais aussi avec les grandes éditions populaires illustrées des années 60. Je pense donc aux grands auteurs, Dumas, Sand, etc., qui sont illustrés par les mêmes. Du côté de la veine fantaisiste, la pratique de l'illustration apparaît plus diffuse. Les contributions sont plus diverses. On peut retrouver d'ailleurs certaines des signatures que je viens d'évoquer, Rochegroche, Séméol, Rioux qui illustre le satirique habitant de la planète Mars dont on a déjà parlé, de Parville en 65, mais s'y ajoutent des dessinateurs de la presse satirique et humoristique, au premier rang desquels bien sûr Robida, mais aussi Albert Guillaume dont je parlerai tout à l'heure. Le travail de l'édition est parfois représenté comme similaire à celui collégial de la rédaction d'un journal. On en trouve des témoignages, je passe un petit peu sur ces détails. Il semble ici revivifier l'esprit des bohèmes, les rédactions qui sombrent après quelques mois d'existence, les projets éditoriaux échafaudés un temps qui sombre avec elles. Les contributions et collaborations se montent de manière impromptue, c'est cet imaginaire-là qui est convoqué. Elle se place sous le signe de la variété, voire du remploi, dans un libre esprit potache et domine le second degré et la bonne humeur. Autre indice peut-être, un lien qui est tout à la fois nourri et en même temps distant entre le texte et l'image. Des phénomènes, pourrait-on dire, d'illustration à distance, à la manière plaisante dont Nadar parlait de la photographie électrique à distance dans son Gasbon Vengé. Alors ces phénomènes d'illustration à distance me semblent le reflet d'une circulation médiatique qui s'opère, des réseaux de sociabilité professionnelle qui l'accompagnent et des convergences de goûts, de préoccupations qui se manifestent. En voici un exemple. Donc, dans un texte qui n'est pas illustré, ici donc Pierre Véron fait paraître en 61 un des multiples recueils dans lesquels se trouve évoqué sur un mode plaisant les mœurs parisiennes. Donc Paris s'amuse.
Et il y place deux courts récits à dimension prospective, La vengeance du soleil et une prédiction photographique. Il s'agit d'un petit récit satirique donc qui dénonce, sur le mode pseudo-apocalyptique, la multiplication exponentielle des vocations de photographes au point de menacer la marche de la civilisation et l'équilibre démographique, l'espèce humaine se trouvant en voie d'extinction par cette polarisation obsessionnelle de l'activité sociale. La disposition typographique du texte de Véron souligne, alors là j'ai fait un petit montage, mais souligne cette prolifération des ateliers photographiques dans Paris et mime l'entassement des écriteaux et affiches, donc vantant les mérites de tel ou tel photographe. Or, c'est cette saturation de l'espace public par la réclame photographique qui fera le ressort de la célèbre caricature de Daumier l'année suivante, illustration publiée dans le Boulevard, précisément une de ces éphémères publications que j'évoquais à l'instant, puisqu'elle a connu un peu moins de 80 numéros. Alors, je passe maintenant à la question des modes de narration et de conception graphique, qui sont également informés par des modèles différents. Du côté de la veine des voyages extraordinaires, la narration par l'image est régie par deux modèles. D'une part, là je reprends les analyses de Ségolène Lemaine, d'une part, une tripartition qui est en vigueur dans la formule du roman populaire, qui est en train de se forger, de se figer donc à la même époque. Tripartition qui correspond à trois types de représentations picturales et d'autre part à trois types de fonctions romanesques, le portrait, le décor, donc ici le paysage, et la scène, avec une amplitude plus grande, la scène partant de modèles picturaux qui peuvent être ceux de la scène de genre, jusqu'au tableau d'histoire, tout cela permettant de rendre compte de l'action. Cette tripartition permet aussi à ce type de récit d'imprimer un rythme particulier, avec notamment une alternance entre délibération et action. Là, je prends un exemple chez Verne. On est frappé en effet de voir dans ces récits, qui placent souvent au premier plan action et péripéties, la part que prennent dans l'illustration les scènes de jonction. Gravure mettant en scène les personnages en train d'échanger, de délibérer, d'étudier la marche à suivre. C'est tout à la fois un mode de théâtralisation de l'action qui emprunte au modèle dramatique et qu'à bien des égards on retrouvera également dans la frontalité du cinéma du premier temps, mais c'est également, d'un point de vue discursif et thématique, une façon de représenter un univers dominé par le logos, la parole savante, documentée sur le monde et que l'on échange avant d'agir. République des savants, économie de l'échange généralisé. Dernière remarque concernant la gestion du récit par l'illustration, la veine des voyages extraordinaires, de par la mise en page, la régularité des emplacements des images, renvoie à des pratiques qui sont celles de la presse d'illustration, de vulgarisation scientifique, usage systématique de la gravure sur bois de boue avec ses dégradés de gris, peu de lignes claires, qui est plutôt justement du côté de la vignette, de la presse satirique, des fantaisies. Alors du côté justement de la veine des fantaisies, il est difficile de convoquer un seul modèle, mais on peut en citer plusieurs. D'une part, donc en tout cas, essayer de déterminer quelques traits distinctifs. Donc d'une part, une séquentialité qui n'est pas celle que j'évoquais tout à l'heure, la suite des images dans un livre de Verne par exemple. Le récit d'aventure illustré va privilégier cette tripartition que j'évoquais, avec un déroulé de l'action au rythme des apparitions régulières, avec des emplacements délimités de l'illustration dans le texte. Les ouvrages de la veine fantaisiste jouent plutôt d'une séquentialité plus serrée, qui est construite à travers une succession de vignettes. Cette succession, on la retrouve donc dans la presse de l'époque. Ici, donc ça peut être soit l'album romantique, soit ici la planche de la presse. Je vous donne un exemple parmi 1000. Alors, donc cette séquentialité, alors je n'ai pas le temps de revenir sur le détail, mais on peut la retrouver par exemple ici dans le traitement en vignette du récit, la comète, la lune et la terre, donc conte cosmographique et moral de Soudan. On peut également souligner, je passe vite, mais le traitement créatif de la page, avec des modèles qui, évidemment, lorgnent du côté de l'univers médiatique, ici dominé donc par la richesse des typographies, des entrefilés, des encadrés, donc un espace qui est structuré et qui s'affiche au rebours de la linéarité de la prose romanesque qui peut être exploitée par ailleurs.
Ce traitement créatif de la page, donc on peut le retrouver également ici chez Méhol, dans le Robinson des airs, donc l'exemple le plus tardif. Alors, donc l'examen matériel des éditions illustrées mettrait en évidence, quoique de manière inégale et asymétrique, deux veines d'inspiration sous-tendues par des logiques de support spécifiques. Dans un second temps, je voudrais rapidement m'attacher au mode de représentation et d'appropriation du futur, et donc montrer peut-être là aussi quelques distinctions entre ces deux veines. Alors, le premier point que je voudrais souligner, sans surprise, je dirais heureusement, retrouver les conclusions qui sont celles à la fois des spécialistes des romans d'anticipation et des spécialistes aussi de littérature panoramique. Alors, dans le cas de la veine des voyages extraordinaires, l'illustration va permettre de représenter un monde ordinaire dont la trame est trouée par l'irruption de novum extraordinaires. Exemple, du côté des fantaisies, conformant cela donc au modèle des utopies ou de la littérature panoramique, ne se trouve activé un paradigme d'objets ou de catégories inédites qu'à condition de leur articulation dans une trame et dans un continuum social. La présentation des personnages dans la veine des voyages extraordinaires obéit à des impératifs fonctionnels, avec une dimension actentielle forte. La dominante dans la veine fantaisiste vise plutôt à représenter des spécimens d'une typologie mise en cohérence avec un univers homogène. Voilà, donc ici, parallèle entre Souvestre et Ropida, bien encore ici Ropida. Donc on pourrait faire l'hypothèse, même si elle est un petit peu schématique, que à la dominante paradigmatique manifestée dans les éditions illustrées type voyage extraordinaire correspond une plus grande proportion à activer des structures syntagmatiques dans la veine des fantaisies. Ce traitement illustratif va également révéler la façon dont les textes se saisissent de l'événement extraordinaire. Alors d'un côté, avec une accentuation des phénomènes spectaculaires, et de l'autre, pourrait-on dire, une pratique qui serait peut-être plus participative. Alors, du côté des voyages extraordinaires, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet aquarium. Alors, je n'ai pas le temps de retracer justement la diffusion virale de ce goût de l'aquarium à partir des années 60. Donc, la mode en commence via l'Angleterre, qui lance son premier aquarium. En France, c'est en 61, donc l'aquarium du jardin d'acclimatation, qui est donc évoqué dans la presse. Et au-delà de la prouesse technique, dans l'article qui accompagne cette illustration, donc du Monde illustré de 63, voilà ce qui est évoqué. Ce qui frappe tout d'abord dans l'aquarium, c'est la nouveauté, l'étrangeté du spectacle, présenté là de la façon la plus intelligente. Ce qu'on y voit provoque un sentiment de surprise et de ravissement. C'est un diorama dont les tableaux sont vivants. Donc cet aquarium connaît un succès fulgurant. On connaît la formule de Hugo, mais qui est déjà à résonance philosophique dans Les Travailleurs de la mer, le rêve et l'aquarium de la nuit. Mais de façon plus virale et plus basique, on en trouve un petit peu partout. Ici, donc, chez Berthoud, je passe vite, évidemment, chez Verne, avec un effet de symétrie, c'est-à-dire que le bathyscaphe et le sous-marin, ce sont des équivalents symétriques de l'aquarium. Évidemment, donc aussi des déclinaisons parodiques de la chose. Voilà. Je reste là. Alors, je pourrais citer également, justement, une des remarques que l'on trouve dans 20 milieux sous les mers, une curieuse collection de poulpes, lui dis-je, du ton dégagé, que prendrait un amateur devant le cristal d'un aquarium. Sang-froid, self-control, flegme tout britannique, maîtrise face à une nature elle-même maîtrisée et à tout le moins canalisée et mise à disposition sous le regard, telle est l'attitude du monde de l'homme moderne et positif. Si l'on en revient à la dynamique d'illustration des textes, force est de constater deux choses. D'une part, dans l'illustration, le lecteur va voir les personnages en train de voir. Alors, ça peut être des aquariums, toute forme de vitre, mais c'est également aussi le mécanisme de la plateforme, type panorama. Donc, manière d'hypertrophier cette fonction spectaculaire. Ce qui a à voir est mis à distance, offert au regard, dominé par lui en toute sécurité dans une sorte de consommation scopique qui est aussi celle des expositions universelles.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on pourrait considérer que l'illustration va elle-même fonctionner dans le livre comme la vitre d'un aquarium. Elle offre une façon d'accéder aux merveilles confortablement installées dans les espaces scénographiques que nous ménage la civilisation. Alors du côté des fantaisies d'anticipation, c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé, plutôt l'effet album qui prédomine. Donc là aussi, avec les inspirations que je retraçais tout à l'heure, il s'agit d'accompagner le lecteur vers une expérience qui est plutôt participative, une expérience du regard. Ici donc on voit, il s'agit d'un vol aérostatique, on voit bien ce point de vue zénital qui est adopté, donc point de vue depuis la nacelle du ballon. Alors, ces contributions sont justement dues à Albert Guillaume, caricaturiste de la Belle Époque, auteur également d'albums, dont l'immortel Le tennis à travers les âges, je vous recommande. On voit donc sur cette illustration, je reviens, la nouveauté n'est pas ici relative à l'exploitation d'un novum, mais elle est liée au point de vue inédit adopté par les personnages. Et je repense à ce qu'on a vu hier soir grâce à toi, donc la folie du Docteur Tube. On a ici, mais donc en version illustration, exactement le même genre de procédé. Donc la gravure opère un renversement analogue à celui qui fascinait les contemporains dans les premiers clichés en ballon de Nadar. L'image, qu'elle soit photographie ou gravure, restitue l'expérience du regard. Elle vaut par sa dimension pragmatique tout autant que mimétique. C'est cette leçon sur laquelle reposaient déjà les albums romantiques. Je pense ici à l'album de Cam, donc Impression de voyage de Monsieur Boniface, qui présente donc l'effet visuel, c'est en bas, produit par un trajet en train sur un observateur et des formations de perception du paysage étant restituées par le dessin. Un parti pris donc participatif de l'illustration, héritage du livre romantique, qui tranche avec la mise à distance volontaire des phénomènes qui se manifestent dans l'illustration des voyages extraordinaires. La comparaison, par exemple, avec d'autres voyages en ballon, ici chez Verne, me semble, de ce point de vue, patente. Alors, je finis juste par une brève conclusion, je laisse de côté un certain nombre de choses. Simplement, donc, pour conclure, et pour synthétiser cette caractérisation de ces deux tendances du livre illustré, j'aimerais à nouveau donc adapter ici une distinction que Ségolène Lemaine opère à propos des frontispices. Elle évoque des frontispices qui sont des frontispices dénoncés et des frontispices d'énonciation. Donc on pourrait considérer que dans l'une de ces deux veines, celle des voyages extraordinaires, domine une illustration dénoncée. Elle est préoccupée par donc, de donner à voir des phénomènes, de leur conférer une existence objective, objectivée, informée aussi par des phénomènes de résonance avec la presse de vulgarisation scientifique, tandis que l'autre veine, celle des fantaisies, privilégierait bien plutôt une illustration d'énonciation, jouant de la distanciation ironique, des effets de second degré, de la mise en scène de soi, des jeux d'autoréférentialité. Ce sont deux lignes de force qui, si vous me passez la perspective cavalière, mais nous en avons eu justement hier soir une magnifique illustration grâce à Laurent, ces deux perspectives se retrouvent également au-delà de l'illustration dans le cinéma des premiers temps, le cinématographe des Frères Lumière apparaissant comme un appareil braqué sur les réalités du monde, et celui de Georges Méliès comme l'étrange lucarne ouverte sur les fantaisies de l'imagination.